Salut tout le monde, avec vous, Hamid Chkih, enseignant des sciences de la vie de la Terre à la direction provinciale de l'Aïoun, Académie régionale de l'Aïoun, Sakhia Al-Hamra. Donc, dans le cadre du soutien scolaire, je vous propose aujourd'hui de traiter un exercice qui porte sur la génétique, plus précisément sur la génétique mendélienne, plus exactement sur le déhybridisme. Donc, je vais vous proposer cet exercice. Donc, on a les données. Donc, dans le cadre de l'étude de la transmission de quelques caractères héréditaires chez le petit pois, on propose les données suivantes. Donc, en 1856, Mendel entama ses expériences d'hybridation sur la plante du petit pois afin d'étudier la transmission de quelques caractères héréditaires. Parmi ces croisements, on cite les deux croisements présentés dans le tableau ci-dessus. Donc, Mendel a effectué quelques croisements dont on va prendre deux croisements qui sont portés sur quelques caractères héréditaires chez le petit pois, qui est la plante qui a été utilisée dans l'hybridation par Mendel. Donc ainsi, on a les croisements et la génération obtenue. Donc pour le premier croisement, c'est le croisement 1 et on a un croisement numéro 2. Le croisement 1, c'est entre une plante P1 à fleurs violettes et axélaire, c'est-à-dire ils ont une couleur violette et une position axélaire sur l'axe de la plante ou la tige. Et une plante P2 à fleurs blanches et apicales. Donc, ils ont une coloration blanche et une position apicale à l'apex ou bien à l'extrémité de la plante. Ce croisement a donné une génération F1, c'est-à-dire la première génération, qui est composée, toutes les plantes sont à fleurs violettes et axélaires. Donc, cette génération est composée exclusivement de plantes à couleur violette et position axélaire. Donc, pour le deuxième croisement entre les plantes de F1, donc elle a effectué une autofécondation, c'est-à-dire la fécondation entre les plantes qui ont les mêmes phénotypes, à savoir la génération F1. Donc, croiser F1 avec F1, qui a donné, la génération obtenue, c'est une génération nommée F2, qui est composée des phénotypes suivants. On a 91 plantes à fleurs violettes et axélaires, 32 plantes à fleurs violettes et apicales, 29 plantes à fleurs blanches et axillaires et 8 plantes à fleurs blanches et apicales. Donc, comme je dis, c'est un exercice classique qui porte sur le déhybridisme. Donc, les questions sont classiques, sont posées d'une autre manière. On peut déterminer le mode de transmission de ces deux caractères. Si on veut détailler un peu plus, on va prendre la première question. Que pouvez-vous déduire des résultats du premier croisement? On va prendre le premier croisement. Et la même question pour le deuxième. Que pouvez-vous déduire des résultats du deuxième croisement? Et la troisième question, donnez l'interprétation chromosomique de ces deux croisements, c'est-à-dire du premier et du deuxième croisement. Et on va utiliser les symboles qui sont proposés par l'exercice, à savoir grand B et petit b pour la couleur des fleurs et grand P et petit p pour la position des fleurs. Donc, on va entamer la première question. Qu'est-ce qu'on peut déduire à partir du premier croisement? Donc, on a dit que le premier croisement entre des fleurs violettes et axillaires et des fleurs blanches et apicales. On a obtenu cette génération F1. Donc, comme vous pouvez constater, on a la transmission de deux caractères. Le premier caractère, il est porté sur la couleur. Et le deuxième, il est porté sur la position des fleurs. Donc, évidemment, on est dans le cas de d'hybridisme. Donc, la première déduction, c'est qu'on est dans le cas d'un dihybridisme puisqu'on a la transmission de deux caractères héréditaires. La deuxième déduction, on a, comme vous pouvez constater toujours sur les résultats, on a la génération F1. Toutes les plantes sont à fleurs violettes axélaires. Toutes, c'est-à-dire, si on la transforme en pourcentage, c'est 100%. C'est-à-dire, toute la génération F1, elle est composée exclusivement, entièrement, totalement de plantes à même phénotype. Donc, on va dire que la génération F1, elle est homogène. Et puisqu'elle est homogène, ça prouve que les parents qui ont été pris dans ce croisement sont de race pure. Donc, je reprends. La génération F1 est homogène. Donc, les parents sont de race pure,
ce qui prouve que la première loi de Mendel, elle est vérifiée. Pour les allèles, comme vous pouvez constater toujours sur ce tableau, on va prendre caractère par caractère. Le premier caractère qui concerne la couleur des fleurs, on a des fleurs violettes avec des fleurs blanches. Qu'est-ce qu'on a obtenu dans la génération F1? Toutes les plantes ont des fleurs violettes. Donc le caractère qui est apparu dans la génération F1, il est relatif à l'allèle dominant. Donc on peut simplement dire que l'allèle responsable des fleurs violettes est dominant et par conséquent, l'allèle responsable des fleurs blanches est récessif puisqu'il n'est pas apparu dans la génération F1 malgré qu'elle soit apparue chez les parents. Pour le deuxième caractère, de la même manière, on a des fleurs axillaires avec des fleurs apicales. Axillaire, apicale. Le caractère qui est apparu dans la génération F1, c'est la position axillaire. Ce qui prouve tout simplement que la position, ou bien l'allèle responsable de la position axillaire est dominant, alors que celui responsable de la position apicale est récessif. Donc, on va essayer de noter ces déductions qui concernent le premier croisement de la manière suivante. Première question. Les déductions qu'on peut tirer à partir du premier croisement. On a, concernant l'hybridisme, donc on va dire que on a la transmission, ou bien on suit la transmission de deux caractères, à savoir le caractère de la position et de la couleur des fleurs. Donc, il s'agit d'un d'hybridisme, c'est-à-dire le suivi de la transmission de deux caractères héréditaires, dit hybridisme. La deuxième déduction qui concerne la première loi de Mendel, on a dit que là, on va prendre cette en majuscule, puisque début de la phrase, donc on a la génération F1 qui constitue la descendance et homogène. Homogène, pourquoi? Parce que tous les individus ont le même phénotype. Donc la génération F1 est homogène. Donc, la première loi de Mendel est vérifiée. Et cette loi qui stipule que si la descendance est homogène, automatiquement les parents sont de race pure. Ce qui nous mène à déduire aussi que les parents sont de race pure. Donc on a la génération F1 est homogène. Donc la première loi de Mendel est vérifiée. Et, ou bien d'où, les parents sont de race pure, à savoir les deux parents P1 et P2. Et on passe à la dominance et la récessivité des allèles, puisqu'on a F1, donc on va dire la génération, donc la génération F1 est hybride. Pourquoi hybride? Parce que les parents P1 et P2 ont des phénotypes qui sont différents. Donc, puisqu'il est hybride, donc
les allèles ou bien les caractères qui apparaissent en la génération F1 sont relatifs aux allèles qui sont dominants. Donc, on a l'allèle, je vais prendre en majuscule toujours, l'allèle responsable des fleurs violettes, c'est-à-dire de la coloration violette, est dominant, puisqu'il domine l'autre allèle responsable de l'autre phénotype, qu'on va symboliser par la lettre grand B, puisqu'ils ont été proposés sur l'exercice. Donc, si cet allèle responsable de la couleur violette est dominant, automatiquement, notre allèle sera récessif. Donc, on va dire que l'allèle responsable des fleurs qui sont blanches et bien sûr, il est récessif et qu'on doit symboliser par la lettre petit b puisqu'il est récessif. Et concernant l'autre caractère relatif à la position des fleurs, donc on a l'allèle responsable de la position axillaire et bien sûr elle est dominante et bien sûr qu'on va symboliser par les lettres qui sont proposées, à savoir P, grand P ou bien P en majuscule. Et pour l'autre allèle, donc le deuxième, donc on a l'allèle responsable de la position apicale, bien sûr, obligatoirement, il sera récessif. J'essaie d'écrire dans la milieu ligne pour pouvoir écrire les symboles et que ça sera très évident, hein, très simple à utiliser lors de l'interprétation chromosomique. Donc ainsi, on a pu donner les trois déductions relatives au premier croisement. Donc on passe au deuxième croisement. Sur le deuxième croisement, donc on a le deuxième croisement, on a dit un croisement entre F1 et F1. Donc c'est une autofécondation, c'est-à-dire F1 et F1, qui a donné les résultats suivants. Donc on va essayer de traduire ces résultats statistiques en pourcentage ou bien en proportion pour déterminer le mode de transmission de ces deux caractères, c'est-à-dire de déterminer si les deux caractères ou les deux gènes sont liés ou bien sont indépendants. Donc on procède de la manière suivante. Donc la deuxième question qui porte sur le deuxième croisement, donc les déductions du deuxième croisement, c'est un croisement, on a dit entre F1 et F1, donc c'est un croisement entre les hybrides. Donc on va dire que ce croisement a donné les résultats suivants. Bien sûr, ces résultats sont donnés en nombre d'individus qu'on va tout simplement traduire en proportion ou bien en pourcentage. On a le premier phénotype, à savoir les fleurs violettes et la position axillaire, c'est-à-dire on a
fleur violette, position, accélère. Le nombre d'individus, comme vous pouvez constater sur le tableau, on a eu 91 qu'on va diviser par le total, à savoir, on a le nombre total des individus, c'est 160. Donc, et on va multiplier par 100 pour avoir un pourcentage. Donc, on va par la suite prendre l'application numérique. Le deuxième phénotype, c'est les fleurs violettes, en B, et position apicale. C'est-à-dire le premier, il est dominant, le deuxième, il est récessif. Le nombre d'individus, comme c'est présenté sur le tableau, c'est 32 individus par rapport au total fois 100. Le troisième caractère, comme vous pouvez constater, je ne vais plus revenir sur le tableau, je vais prendre, puisqu'on a les deux premiers caractères, les deux dominants, le premier dominant, le deuxième récessif, et c'est l'inverse. C'est le premier qui est récessif, le deuxième qui est dominant. Et le dernier phénotype, ce sont les deux caractères qui sont récessifs. Et bien sûr, on va prendre les valeurs statistiques. Le total des individus, ça reste le même, bien sûr. Et on va voir, on a 29 pour ce phénotype et 8 individus pour le deuxième. Et on va multiplier par 100 pour avoir un pourcentage. Donc, j'ai pu calculer les pourcentages que je vais noter ici. Donc, on a ici, je vais prendre par une autre couleur pour qu'elle soit plus évident. Donc, on a ici 56,87. Ici, on a ces 20%. Ici, c'est 18,12. Et le dernier phénotype, c'est 5%. Donc, après avoir déterminé les pourcentages de chaque phénotype, on va déterminer le mode de transmission de ces deux caractères. C'est-à-dire, on va dire, est-ce que ces deux caractères, ou bien les deux gènes responsables de ces deux caractères sont liés ou bien sont indépendants. Donc, comme vous pouvez constater, sur les pourcentages, on a le double dominant, il a un pourcentage de 56. Le double récessif, c'est 5. Alors que les deux autres phénotypes, ils sont comparables. Ouais. Donc, ça nous rappelle les proportions de 9 sur 16, 3 sur 16, 3 sur 16 et 1 sur 16. C'est-à-dire, ici, on peut écrire, entre parenthèses, c'est 9 sur 16. Ici, c'est 3 sur 16. Ici, c'est 3 sur 16. Et ici, c'est 1 sur 16. OK? Bon, et on sait que dans le cas où on a ces proportions 9, 3, 3 et 1 sur 16, évidemment, il s'agit de deux gènes qui sont indépendants. Et donc, la troisième loi de Mendel, elle est vérifiée. Donc, qu'est-ce qu'on va dire? Donc, on peut dire que ces proportions rappellent les proportions 9, 3, 3, 1 sur 16. Donc, ces proportions on va dire qu'elles sont, on va pas dire qu'elles sont identiques, mais on va dire que ces proportions sont conformes ou bien rappellent les proportions, ces proportions 3, 3, 9, 3, 3, 1 sur 16. Donc ces proportions sont conformes aux proportions qu'on va noter par une autre couleur. 9, 16, 3 sur 16, 3 sur 16, 1
sur 16. Donc, tout simplement, on va dire que, donc, la troisième loi du célèbre Mendel, la troisième loi de Mendel, notre cher Mendel, est vérifiée et les deux gènes, je vais essayer de gérer cet petit espace, sont indépendants. Donc, on a pu déterminer le mode de transmission de ces deux caractères, donc par l'étude des résultats statistiques. Donc, ces deux gènes sont indépendants. Donc, si ils sont indépendants, c'est que la troisième loi de Mendel est vérifiée. Donc, et on va essayer de donner l'interprétation chromosomique comme c'est demandé sur l'exercice. C'est la question suivante. Donc, on a la dernière question. Donner l'interprétation chromosomique des deux croisements. On va prendre le premier croisement et puis le deuxième croisement. Donc, on va procéder de la manière suivante. Donc, c'est la question 3. Donc, on va prendre l'interprétation, comme l'interprétation chromosomique, c'est une abréviation, du premier, ou bien du croisement 1, puisque c'est nommé croisement 1 et pas le croisement, c'est juste question de notation, du croisement 1. Donc, comme on va toujours, on procède de la manière suivante. Donc, on a les phénotypes des parents, bien sûr. Et donc, le premier parent, donc on va revenir sur la nomination juste des deux lignées, P1 et P2. Donc, on a P1 avec des fleurs violettes et position accélérée. La plante, la lignée ou bien la race P1, c'est la race P1 avec les deux caractères relatifs aux allèles dominants, puisqu'on a la couleur violette et la position accélère. Et la plante, ou bien la lignée P2, avec les caractères qui sont récessifs, comme c'est noté, à savoir, on a les fleurs blanches et position apicale. Après, on a les génotypes, bien sûr, toujours des parents. Donc, on a dit que les deux gènes sont indépendants, donc ils sont portés par deux paires chromosomiques différentes. Donc, la première paire chromosomique pour le premier caractère, la deuxième paire pour le deuxième caractère. De même pour le deuxième parent, la première paire chromosomique pour le premier et la deuxième paire pour le deuxième caractère. Et bien sûr, on va noter le locus sur chaque chromosome et on va prendre les symboles des allèles. Puisqu'on a dit que les parents sont de race pure, donc on aura ici, on va prendre en noir, c'est grand B, parce qu'il est de race pure. De même pour le deuxième caractère. Ici c'est la même chose. Oui. Et les parents sont de race pure. Donc après, on a les gamètes. Bien sûr, les gamètes parentaux. Les gamètes produits par les parentaux. On sait que si un parent est de race pure, il va obligatoirement produire un seul type de gamètes. Donc, on a dit que les gamètes, donc ce parent va produire un seul type de gamètes. Le deuxième, de même, un seul type de gamètes, puisqu'ils sont
de race pure. Puisqu'on a un seul type de gamète, on va avoir un pourcentage de 100% pour chaque gamète. Après, on a la fécondation. Puisqu'on a un seul type de gamète pour les deux parents, donc la probabilité de la fécondation, on a une seule probabilité. Donc on aura le génotype de la descendance F1. On aura le gamète du premier parent et le gamète du deuxième parent. Et donc le phénotype, ça sera celui relatif aux allèles qui sont dominants. La génération, c'est la génération F1. Et puisqu'on a un seul phénotype, ça sera 100% comme pourcentage aux proportions. Donc, comme vous pouvez constater, on a 100% qui sont comparables, qui sont conformes aux résultats expérimentaux. Donc, on va dire que les résultats théoriques qu'on a proposés sur l'interprétation chromosomique sont conformes aux résultats expérimentaux obtenus à partir de l'hybridation. Donc, c'est l'interprétation chromosomique du premier croisement. Donc, rapidement, on passe à l'interprétation chromosomique du deuxième croisement, c'est-à-dire F1 avec F1C. Donc, on va effacer le premier croisement pour qu'on passe au deuxième. Donc, on va prendre ici C. Le deuxième point, c'est l'interprétation chromosomique du croisement 2. Donc, on a toujours les phénotypes parentaux. On a CF1 qui a le phénotype suivant, c'est-à-dire double dominant. De même, le deuxième parent, c'est comparable au premier. On a les génotypes, comme on les a déterminés à partir du premier croisement, elles sont hybrides. Donc, on a un grand B, petit b, grand P, petit p. De même, pour le deuxième parent, donc puisqu'on a ces deux parents sont hybrides, donc ils vont produire 4 types de gamètes. Donc, le premier type de gamète, c'est grand B, grand P. Le deuxième, c'est grand B, petit p. Le troisième, c'est petit b, grand P. Et le dernier, c'est petit b, petit p. Puisqu'on a la possibilité de voir ces combinaisons est la même, donc on aura comme pourcentage 25% pour chaque gamète. Idem pour le deuxième parent, les mêmes types de gamètes avec les mêmes proportions, toujours 25% pour chaque type de gamètes. C'est ces petits p minuscules. Donc, on a les 4 types de gamètes avec les mêmes proportions. Donc, le phénomène qui a permis d'obtenir ces 4 types de gamètes, donc, évidemment, c'est le brassage interchromosomique, puisque les deux gènes sont indépendants. Donc, après, on passe à la fécondation, puisque chaque paire a produit 4 types de gamètes. Donc, le nombre de combinaisons possibles, on aura 16. Donc, on va établir l'échiquier de croisement.
qu'on va prendre. Donc, je vais noter sur le tableau. Donc, ici, on a dit que c'est un croisement entre les hybrides. Les combinaisons possibles entre les gamètes, c'est 16 combinaisons possibles. Donc, on va prendre le tableau. Ici, l'échiquier de croisement. On va essayer de procéder rapidement. Donc, on a ici le gamète de F1 et l'autre parent, c'est F1. Il a produit 4 types de gamètes. Donc, on aura 4 cases, chacune pour un gamète. De même pour le deuxième parent. Et on va noter les gamètes produits par chaque parent. Donc les gamètes, on a le premier, c'est grand B, grand P. Le deuxième, c'est grand B, petit p. Le troisième, et le quatrième et dernier. De même pour le deuxième parent. Évidemment, ce tableau, cet échiquier, ça peut un peu plus de temps. Donc, par exemple, avec les autres échiquiers habituels. Donc, je vais vous donner une méthode pour un peu gagner un peu de temps. Donc, avant de mettre, donc je vais noter ici ou bien les chromosomes pour essayer de gagner, de gratter quelques secondes. Hein? Puisqu'on a ici, bien sûr, ces 4 chromosomes, c'est-à-dire 2 paires chromosomiques. Donc, et je vais noter ce génotype ou bien ce gamète, les génotypes des gamètes, les allèles. Par la suite, de la même manière, pour les 4 gamètes, et de la même manière, pour les deux, on a grand B, grand P, ici c'est grand B, petit p. Donc de cette manière, on peut, comme je dis, on peut gagner quelques secondes dont on peut bénéficier pour une autre question ou bien pour un autre exercice. Et bien sûr, après avoir écrit, on va faire une petite vérification que vous devrez, bien sûr, faire chaque fois. Donc, et on va prendre les phénotypes. Donc, ici, on a grand B, grand P. Comme vous pouvez constater, c'est les deux allées qui sont dominants, c'est grand B, grand P. Ils vont dominer sur toute cette ligne et sur toute cette colonne. Donc, on va voir ici, grand B, grand P. Sur cette même colonne, donc, puisqu'ils sont les deux dominants. Ici, on a le double récessif, donc il sera double récessif.
Et on a, pour les autres, c'est grand B, petit p. Donc, je vais prendre notre couleur. C'est grand B, petit p, puisqu'il est homozygote. Et c'est grand B, puisqu'il est dominant, et grand P, puisqu'il est dominant. Et c'est grand B, petit p, puisque grand P est dominant. Et si c'est grand B qui est dominant, ou grand P qui est dominant, et si c'est petit b puisqu'il est de race pure, et grand P puisqu'il est de race pure pour le deuxième caractère. Et si c'est petit b, grand P, puisque c'est grand P, c'est dominant. Et si c'est grand B, petit p, et ici c'est petit b, grand P qui est dominant. Donc on va essayer de prendre les proportions phénotypiques. Donc on a grand B, grand P. On a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. On a ici 8 et 9. Donc on a 9 sur 16. Pour grand B, petit p, on a, c'est 1, et on a 2, et on a 3. Donc on a 3 sur 16. Pour petit b, grand P, on doit trouver 3 sur 16. Donc on a ici, premier 1, puis 2, puis 3. C'est 3 sur 16. Et le dernier, phénotype double récessif, qui est ici à l'extrémité. Donc c'est 1 sur 16. Donc, et comme vous pouvez constater, ces résultats théoriques sont conformes aux résultats expérimentaux qu'on a pu calculer. Et on va ajouter ici, bien sûr, les fréquences pour chaque gamète. On peut même ajouter la proportion pour chaque phénotype. Ça sera 1 sur 16 pour chaque phénotype. Et donc, on va dire que les résultats théoriques sont conformes aux résultats expérimentaux. Ça prouve que l'interprétation chromosomique qu'on a proposée est juste. Donc ainsi prend fin notre traitement pour cet exercice qui est porté sur la génétique mendélienne. Donc j'espère que vous aurez l'occasion de bénéficier de cette application. Et donc, dans l'attente d'une autre occasion, je vous souhaite bonne chance et portez-vous bien.